La pollution de l'air se compose de particules et de gaz. Les particules sont le plus souvent classées en fonction de leur taille. Sur cette diapositive, PM signifie Particulate Matter, matière particulière. Les plus grosses particules, appelées PM10, ont un diamètre inférieur ou égal à 10 micromètres. Les particules 2,5 correspondent aux particules fines qui ont un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres. Les PM10 sont en général stoppés au niveau de l'arbre respiratoire supérieur, alors que les PM2,5 peuvent atteindre les alvéoles pulmonaires. Mais actuellement, ce qui pose le plus de problèmes sanitaires et qui devient la source prédominante de particules sont les particules ultra fines qui font moins de 0,1 micromètre. À titre d'exemple, 90% des particules qui sont émises à la sortie du pot d'échappement sont des particules ultra fines. En raison de leur taille, ces particules ultra fines se déposent au fond des alvéoles pulmonaires et vont pouvoir passer dans le sang, mais aussi dans le placenta, le cerveau et dans de très nombreux organes. À côté des particules, qui sont donc de matière solide, se trouvent les gaz. On va trouver des polluants gazeux anciens, bien connus, tels que le SO2, le dioxyde de soufre, dont les concentrations baissent d'année en année, notamment en raison d'une baisse des émissions industrielles, mais également de carburants automobiles désormais à faible teneur en soufre. Viennent ensuite le monoxyde de carbone, les composés organiques volatiles, comprenant notamment le benzène et le formaldéhyde que nous verrons par la suite. Concernant l'ozone, on parle ici de l'ozone atmosphérique, à ne pas confondre avec la couche d'ozone qui se situe dans la stratosphère. L'ozone atmosphérique est bien un polluant toxique. Enfin, nous parlerons des fameux NOx, les oxydes d'azote, notamment du NO2, le dioxyde d'azote, qui est un gaz toxique et qui est au cœur du scandale des moteurs truqués diesel, le Dieselgate. En ville, 60% des oxydes d'azote proviennent du parc automobile, notamment diesel. Un diesel, y compris un diesel récent, émet environ 6 à 8 fois plus de dioxyde d'azote qu'un véhicule essence. Intéressons-nous à ces sources de pollution. Elles vont différer en fonction du lieu. En ville, le trafic routier, en plus d'être à l'origine des 2 tiers des émissions de dioxyde d'azote, est également la principale source de particules ultra fines, particules de petite taille, moins de 0,1 micromètre, dont on verra qu'elles sont particulièrement dangereuses, d'une part en raison de leur composition et de leur taille. En zone rurale, notamment montagnarde, va se rajouter en hiver la pollution liée au chauffage, notamment au chauffage au bois, qui est une source importante de particules fines et ultra fines. Les industries restent également une source de pollution dont on ignore précisément les émissions réelles car beaucoup de ces entreprises sont des installations classées qui bénéficient du régime de l'autosurveillance et de l'autodéclaration et déclarent donc elles-mêmes leurs émissions. Nous verrons également que l'agriculture, notamment lors des épandages agricoles d'engrais, est une source majeure d'émissions de particules fines. Il faut également savoir que l'on considère comme pollution aux particules fines les émissions d'origine naturelle telles que les poussières désertiques. Par exemple, en Corse, il y a régulièrement des alertes à la pollution aux particules fines qui sont des particules de poussière désertique, notamment du désert du Sahara, particules dont la composition n'est pas du tout la même qu'une particule du trafic routier. Néanmoins, les instruments de mesure actuellement pour les particules sont équivalents à des filtres qui dosent une masse de particules. Chaque ce filtre est pesé et on dose donc une masse de particules sans tenir compte actuellement de la composition de ces particules. Ainsi, les autorités, notamment le préfet, pourra donc annoncer des mesures lors d'un pic de pollution, que ce soit des particules de combustion liées au chauffage ou au trafic routier, ou des particules d'origine désertique. Or, nous le verrons, cela n'a pas réellement de sens car ces particules n'ont pas du tout la même toxicité. Parmi tous les polluants de l'air, les particules dans leur ensemble, fines et ultra fines, ont de loin
le plus d'impact sanitaire, avec un impact estimé en France à 48 000 décès par an, depuis revu à la hausse. À noter que ces 48 000 décès correspondent à une fourchette basse. Néanmoins, toutes les particules fines n'ont pas la même toxicité. La toxicité des particules va dépendre de leur taille et de leur composition. Les particules les plus toxiques sont les particules de combustion, issues de la combustion de carburants, notamment diesel, mais également de la combustion du bois, du charbon, et également la combustion dans certaines usines de type incinérateur. Ces particules de combustion sont les plus toxiques en raison de leur taille, ce sont essentiellement des particules ultra fines, et de leur composition. Vous voyez sur cette diapositive un schéma d'une particule diesel avec au centre de la particule en vert des noyaux, des atomes de carbone pur, du carbone graphitique, qui n'a que peu d'impact sanitaire, mais c'est ce carbone qui va noircir les façades et les murs et qui va se déposer notamment sur les glaciers. À la surface par contre d'une particule diesel vont se retrouver toutes les substances toxiques, notamment des métaux lourds et surtout les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, que vous voyez en petits points rouges à la périphérie de la particule. Ces HAP, ces métaux, vont être responsables des principaux effets délétères de la pollution de l'air, notamment des cancers, mais également des maladies cardiovasculaires et des effets sur la grossesse. A noter qu'il est possible de suivre de façon fiable et de doser spécifiquement ces particules de combustion via la mesure dans l'air du black carbone. À côté des particules de combustion, on va trouver les particules inorganiques qui contiennent peu ou pas de carbone. C'est dans cette catégorie que se trouvent les poussières désertiques, constituées notamment de silice, mais également les embruns marins et surtout les particules d'origine agricole qui représentent une source très importante de particules fines, essentiellement une source importante de PM2,5. Ces particules agricoles sont dites particules secondaires car elles dérivent de gaz qui vont passer de l'état gazeux à l'état particulaire. Ces particules fines agricoles sont constituées essentiellement de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium. Elles vont donc se former à partir de précurseurs gazeux, notamment les fameux oxydes d'azote, les NOx, émis principalement par le trafic routier, notamment diesel. Ces NOx, dans l'atmosphère, vont pouvoir interagir avec d'autres gaz, notamment le NH3, l'ammoniac émis lors des épandages, notamment lors des mois de mars à juin. L'ammoniac, libéré sous forme gazeuse lors des épandages, va interagir dans l'atmosphère avec les oxydes d'azote émis par le trafic routier, mais également le dioxyde de soufre émis notamment par l'industrie. Et ces gaz vont pouvoir, en interagissant entre eux, passer de l'état gazeux à l'état particulière et former des particules de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium. Il est important de savoir également que ces particules peuvent être des vecteurs d'autres substances, notamment les pesticides qui vont pouvoir se fixer à la surface de ces particules de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium. Ces pesticides, une fois agrégés à la surface des particules fines, vont pouvoir ainsi voyager sur des centaines de kilomètres. Et c'est une des raisons pour laquelle, à Strasbourg, par exemple, place Kléber, on dose une certaine quantité de pesticides dans l'air, notamment au printemps et à l'été, lors des épandages d'engrais et de pesticides. À l'état initial, ces particules agricoles ne contiennent donc pas ou très peu d'éléments carbonés, notamment pas de carbone pur ni d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Néanmoins, ces particules vont pouvoir voyager dans l'atmosphère et au fur et à mesure de leur voyage se charger d'autres composés, notamment les pesticides, on l'a vu, mais également lorsque ces particules vont être au-dessus d'une route, elles vont pouvoir se charger de métaux lourds et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et au final, on va donc se retrouver avec des particules de composition mixte. C'est pour cela que lorsque vous regardez les analyses présentes dans l'air ambiant, les particules contiennent en général toute une proportion variable de différents composants. Ainsi, à proximité d'un axe routier et en ville, au moins 60% de la particule
contiendra des métaux et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. A l'inverse, loin des routes et proche des champs agricoles, on trouvera des particules essentiellement composées à plus de 60% de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium. Sur ce schéma tiré d'une étude parue de la revue Nature en 2015, on voit qu'en Europe, c'est ce que vous voyez en vert, la principale source de particules fines, les PM2,5, sont l'agriculture, avec ces particules notamment de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium, liées essentiellement aux champs de culture intensives présents en Europe de l'Est. Néanmoins, lorsque les auteurs de cette étude parue dans Nature refont le calcul en termes d'impact sanitaire, en se basant notamment sur des nombreuses études ayant démontré que les particules de combustion sont potentiellement 5 à 10 fois plus toxiques que les particules agricoles, eh bien les auteurs démontrent que ce sont bien les particules de combustion issues du trafic routier et du chauffage résidentiel qui sont, en Europe, les principaux responsables de l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Sur les continents africains, la source majeure de particules fines sera essentiellement d'origine désertique. Néanmoins, les villes africaines sont également très polluées par le trafic routier, ce qui n'apparaît pas sur cette étude, qui ne se base que sur un volume d'émissions globales à l'échelle d'un pays ou d'un continent, sans tenir compte de la distinction ville et campagne. En Asie, la pollution du trafic routier, la pollution industrielle est présente, mais on a également une pollution liée au mode de chauffage et surtout à la cuisson au bois. D'autres sources vont pouvoir émerger, notamment vous voyez en bleu clair des sources de pollution liées aux centrales, aux productions d'énergie, notamment les centrales thermiques, les centrales notamment à charbon. Donc en résumé, toutes les particules n'ont pas la même toxicité. Il y a autant de types de particules que de virus différents et toutes n'ont pas la même toxicité. Retenons qu'en Europe, l'agriculture est une source majeure de particules fines, mais que du point de vue sanitaire, ce sont bien les particules de combustion issues du trafic routier et du chauffage qui posent le plus de problèmes sanitaires. Autre exemple de différents types de particules, les particules de freinage, qui n'ont pas du tout la même composition que les particules issues du pot d'échappement. En effet, les particules de frein, qui composent également l'essentiel de la pollution présente dans l'air du métro, dont on parle également beaucoup. Ces particules de freinage sont des particules qui contiennent essentiellement des métaux, notamment des dérivés du cuivre et des dérivés du fer, dont la toxicité est réelle, mais cette toxicité n'a pas été aussi bien étudiée que pour les particules de combustion. Néanmoins, on sait que ces particules de fer, notamment les particules de magnétite, peuvent passer la barrière cérébrale, notamment en voyageant le long du nerf olfactif via la lame criblée et se déposer dans le cerveau. Cela a été démontré comme un facteur favorisant le développement de maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer. À côté des particules, les polluants de l'air comptent de nombreux gaz, dont les fameux oxydes d'azote, qui regroupent le NO2, le dioxyde d'azote, et au niveau respiratoire, favorisant l'asthme, mais également au niveau cardiovasculaire, majorant le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Les oxydes d'azote sont responsables d'environ 8000 décès par an en France et sont au cœur, nous l'avons déjà dit, du scandale du Dieselgate. Outre la toxicité directe du dioxyde d'azote, les oxydes d'azote vont être les précurseurs de particules fines secondaires dont on a déjà parlé. Les oxydes d'azote vont interagir avec l'ammoniac lors des épandages agricoles et former les particules fines de nitrate d'ammonium. Ces oxydes d'azote sont également les principaux précurseurs d'ozone. En effet, l'ozone atmosphérique est un polluant gazeux secondaire, va se former dans l'atmosphère s'il fait beau et s'il fait chaud, à partir de précurseurs gazeux, notamment les oxydes d'azote et également les composés organiques volatiles. L'ozone est donc un polluant gazeux secondaire qui a besoin d'ensoleillement et de chaleur. C'est pour cela que c'est un polluant essentiellement des beaux jours et de l'été.
À noter qu'en termes d'impact médiatique, on parle beaucoup de l'ozone. Néanmoins, en termes d'impact sur la santé, l'ozone ne fait entre guillemets que 1500 décès par an en France, alors que les particules fines font, nous l'avons vu, plus de 40 000 décès par an en France et les oxydes d'azote entre 7 et 8 000 décès par an en France. Ouvrons maintenant une petite parenthèse sur l'air intérieur. Concernant les sources de pollution de l'air intérieur, il est plus difficile de généraliser, car la pollution de l'air intérieur dépend des habitudes de vie de chacun, notamment du tabagisme, actif ou passif, mais également du fait de brûler de l'encens, des bougies, de se chauffer au bois, d'utiliser des peintures, etc. Les sources de pollution intérieure sont donc nombreuses, vont également être constituées du radon, mais également de solvants et de retardateurs de flammes. Néanmoins, il est intéressant de noter qu'une méta-analyse de 2016 en Europe a démontré que concernant l'air intérieur, 80% du burden of disease, donc le lien, l'essentiel mortalité, morbidité et coût économique en lien avec la pollution de l'air intérieur, sont attribuables aux particules fines, notamment aux particules fines issues de l'air extérieur qui entrent dans l'air intérieur. Dans cette étude démontre que 60% de cette mortalité de l'air intérieur vient de particules fines issues de l'air extérieur et qui sont piégées dans l'air intérieur. Dans cette même méta-analyse, les auteurs ont démontré que l'on pouvait parvenir à réduire de 20 à 40% les conséquences sanitaires de la pollution de l'air intérieur en jouant sur 3 facteurs. Premièrement, la réduction des émissions de polluants d'air intérieur de type solvant, chauffage, bougie, notamment en mettant un insert sur les cheminées à bois, et surtout en aérant, en ventilant son appartement, et également en filtrant son air extérieur, notamment lorsque le logement donne sur un axe routier très fréquenté. En résumé, la pollution de l'air va donc varier en fonction de l'air intérieur de votre lieu d'habitation. Ainsi, pour des personnes qui habitent sur le périphérique parisien, par exemple, des personnes qui ne fument pas et qui n'ont d'autres fenêtres que celles donnant sur le périphérique, et bien pour ces personnes-là, la principale source de pollution de leur air intérieur sera donc constituée de particules fines issues du trafic routier. A l'inverse, pour des gens qui habitent en campagne, loin de tout champ traité par des pesticides et loin de toute route, l'air extérieur sera donc plus sain que leur air intérieur et on pourra aisément recommander à ces personnes d'aérer abondamment et fréquemment leur domicile. Revenons à la pollution de l'air extérieur pour voir quels sont les polluants qui sont actuellement réglementés dans l'Union européenne. Parmi les particules, seules les PM10, les grosses particules, que l'on appelle également les particules grossières, bénéficient à la fois de seuils à ne pas dépasser au niveau journalier et également de seuils à ne pas dépasser au niveau annuel. Par exemple, un pic de pollution en particules sera défini lorsque la moyenne en particules fines sur 24 heures dépasse les 80 microgrammes par mètre cube en PM10. Pour les particules fines PM2,5, l'Union européenne n'a pas encore de seuil journalier. Pour le dioxyde d'azote, il existe une surveillance et des concentrations à ne pas dépasser à la fois en moyenne annuelle, mais également en moyenne journalière. On le voit donc, dioxyde d'azote et particules PM10 sont donc les polluants les mieux surveillés en Europe, et la France fait par ailleurs l'objet d'un contentieux européen car 13 territoires, dont 11 villes françaises, dont Strasbourg, ne respectent pas les normes en dioxyde d'azote. Paradoxalement, suivre les particules PM10, les grosses particules, n'a que peu d'intérêt. En effet, ces grosses particules sont les moins dangereuses pour la santé et actuellement, l'essentiel des particules émises sont des particules fines PM2,5, mais surtout des particules ultra fines de moins de 0,1 micromètre. Paradoxalement, ces particules ultra fines, qui sont en plus les plus dangereuses, ne sont pas dosées dans l'air ambiant et ne bénéficient d'aucune réglementation. Il n'y a en effet actuellement aucune norme les concernant. Et il est important de préciser que l'on ne peut en aucun cas prédire le nombre de particules ultra fines en se basant sur un dosage de PM10. En effet, vous voyez sur ce graphique que lorsqu'on effectue deux mesures, à la fois la mesure classique
de microgrammes par mètre cube en PM10 et que l'on mesure en parallèle le nombre de particules ultrafines avec deux types de compteurs différents, on voit qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux. Ce qui revient donc à dire que même lorsque l'air est peu chargé en termes de masse de PM10, il peut y avoir un nombre très élevé de particules ultrafines. Il est donc urgent d'instaurer des normes pour les particules ultrafines. Petite parenthèse sur les filtres à particules qui certes ont permis sur les voitures de réduire les émissions de grosses particules, notamment les PM10, mais ces filtres peuvent avoir un effet paradoxal en augmentant notamment les émissions de particules ultra fines. En effet, les grosses particules, les PM10, servent d'aimant pour les particules les plus petites, et les filtres, en piégeant, en détruisant les grosses particules, vont pouvoir conduire à davantage d'émissions de très petites particules. Des études qui ont utilisé des filtres à particules dernière génération très performants, qui ont exposé les vapeurs émises à des cellules, notamment des cellules pulmonaires, ont démontré par ailleurs des réactions cancérigènes et un stress oxydatif persistant malgré l'usage de ces filtres. Récemment, une étude parue dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine a pu exposer brièvement des patients asthmatiques allergiques, soit à du diesel standard non filtré, soit à du diesel filtré. Et cette étude a démontré paradoxalement que l'asthme allergique était plus prononcé, plus sévère lorsque les patients étaient exposés à du diesel filtré. Les auteurs formulent l'hypothèse que cela est lié au fait que les diesels récents émettent davantage de dioxyde d'azote et que le dioxyde d'azote, on le verra par la suite, est très toxique pour l'arbre bronchique. Enfin, concernant les différences diesel-essence, un petit mot là-dessus, les essences récents émettent également des particules ultra fines de taille similaire aux particules diesel. Néanmoins, la composition de ces particules ultra fines va pouvoir être un petit peu différente. On trouvera également des hydrocarbures aromatiques polycycliques à la surface des particules essence, mais en général, ce sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques de faible poids moléculaire qui contiennent moins de cycles benzéniques que les HAP émis par les diesels et donc qui sont donc potentiellement moins toxiques et moins cancérigènes que ceux présents à la surface des particules diesel. Et c'est pour ça que l'OMS a classé le diesel cancérigène certain. A noter que dans l'essence, 5 à 10% d'éthanol permet également de réduire drastiquement les émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et donc de réduire la toxicité des émissions essence. L'essence émet toutefois plus de benzène, un gaz cancérigène, que le véhicule diesel. Concernant le dioxyde d'azote, on a vu que même un diesel récent émettait 6 à 8 fois plus de dioxyde d'azote qu'un véhicule essence, notamment en ville, car les systèmes de dépollution des oxydes d'azote ont besoin d'une certaine température de fonctionnement, une température de fonctionnement élevée, qui n'est que rarement atteinte lors de trajets urbains. Enfin, il convient de ne pas confondre les polluants de l'air toxiques pour la santé et les gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique, même si leurs sources sont souvent communes. Ainsi, le CO2, le dioxyde de carbone, est un gaz à effet de serre, mais n'est pas directement toxique pour l'homme. Les sources principales d'émissions de CO2 sont le trafic routier et les émissions industrielles. Le méthane, lui, provient essentiellement de l'agriculture, notamment de l'élevage intensif. L'ozone est par contre à la fois un gaz toxique et un gaz responsable du réchauffement climatique. Le protoxyde d'azote, N2O, est moins bien connu du grand public, alors qu'il a pourtant un pouvoir réchauffant 300 fois plus puissant que le CO2. Les émissions de ce protoxyde d'azote sont à la fois surtout de l'agriculture, mais également le trafic routier, notamment diesel. A noter que les particules de combustion que l'on a vues et que l'on peut suivre en mesurant le black carbone vont pouvoir également, notamment en se déposant à la surface des glaciers, accentuer la fonte de ces glaciers et donc avoir un impact considérable sur le dérèglement climatique.